Alors, vous savez, dans les thèmes que j'adore, il y a le développement personnel, l'écologie, et puis il y a aussi l'éducation. Sophie Luzezinski, je vais y arriver, hein? Je l'ai bien dit? Presque, presque. Mince, comment? Alors, vas-y, redis-moi. C'est Luzezinski, en fait. Ah, on ne dit pas le Z, d'accord. Luzezinski, voilà. Sophie est Voilà. donc éducothérapeute à Quimper et puis on a décidé de faire une série ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de notre enfant, vous savez, celui qui s'oppose à ce qu'on dit, qui va nous provoquer, qui va se confronter à nous, celui qu'on taperait bien des fois, voilà, et qui nous met dans des états comme ça, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe, Sophie? Bonjour, Sophie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Lénaïque. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant s'oppose, provoque ou se confronte? Alors déjà, il y a un point qui est super important, c'est qu'en fait, généralement, l'enfant ne va pas s'opposer, ni provoquer, ni se confronter à nous intentionnellement. Et c'est pas son objectif finalement. C'est plus nous qui interprétons ces comportements comme de l'opposition, de la provocation, de la confrontation. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Bah tout oui, le c'est temps. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Souvent. Si c'est pas tout le D'accord. temps, c'est très, très souvent. Alors, qu'est-ce Ouais. qui fait que l'adulte pas respecté, se sent mal quand un enfant va vouloir décider par lui-même ou va pas vouloir suivre les instructions de l'adulte. Qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'adultes, justement, on n'accepte pas ça? Alors, il y a plusieurs choses en fait qui font que c'est difficile pour l'adulte d'accepter. Bah, déjà, l'incompréhension, on ne comprend pas toujours. Et puis, on a beau répéter plusieurs fois les mêmes choses, on se dit, bah, à force de répéter, normalement, ça devrait être intégré. Et puis, bah, l'enfant devrait nous écouter en fait. Et juste que ça se passe pas comme ça. Qu'est-ce qui fait que le parent peut sentir que son enfant se confronte à lui ou le provoque parce qu'il va le regarder de manière intense, va le fixer tout en faisant quelque part ce pourquoi on lui a interdit, enfin, et du coup il reste, et Oui, puis il y a parfois des il peut enfants y avoir comme même ça. le... On leur dit non, ne touche pas, et ils vont te regarder et toucher le truc. Oh, là, Ah, c'est là, vrai que c'est compliqué pour l'adulte. Hein. Quand on ne comprend pas comment l'enfant à l'intérieur, lui, fonctionne, du coup, bah, on ne peut que prendre ça pour de la provocation, mais parce que nous, notre cerveau a suffisamment maturé, c'est suffisamment développé pour qu'on ait ce jugement finalement, hein, parce que ouais, c'est un jugement qu'on porte aussi sur son enfant ou ouais. sur les enfants. Donc, alors que, bah, par exemple, un enfant, enfin, c'est une hypothèse, mais un enfant qui, justement, à qui on dit non et qui va nous regarder et qui va faire exactement ce qu'on lui a interdit de faire, et Mhm. ben, c'est peut-être pour valider la consigne. Ah. C'est- Pour voir si c'est C'est-à-dire que vraiment un non, quoi. Je vérifie. voir si C'est-à-dire c'est l'enfant, vraiment un non. ouais, va vérifier si c'est bien un non ou si c'est un oui-non, voilà. Voilà, c'est ça. Et savoir est-ce qu'il a bien compris. Parce que si on se met dans la tête d'un enfant, pour lui, tout est nouveau. Mhm. En fait, tout ce qu'il vit, l'enfant, tout ce qu'il fait, c'est une expérience. En fait, c'est un aventurier. Il connaît pas. Nous, on connaît, mais lui, il connaît pas. Donc lui, bah, il expérimente. Et il va expérimenter de plusieurs manières. Hein. Et puis, il va essayer, par exemple, de savoir, bah, si on prend l'exemple, deux enfants ensemble, qui jouent ensemble, euh, donc, il entend, par exemple, que bah, c'est interdit de taper, c'est interdit de Mhm. mordre, c'est interdit De de pousser, pousser. oui. Alors, donc, il a entendu, mais là, on n'a pas fait l'expérience. Donc, du coup, il peut très bien, juste au moment où l'adulte est présent en face de lui, faire l'action de pousser, tout en regardant l'adulte pour savoir, c'est bien ça qu'il n'a pas le droit de faire.
Et alors, attends, parce que ça, c'est de quel âge à quel âge que le cerveau de l'enfant lui fait faire ça, au fond? Est-ce qu'il y a un âge Alors, je limite? dirais entre 1 an et 3 ans. D'accord. C'est le fameux, Entre c'est l'âge où, vers 2 ans, on commence à avoir le non. On dit, les enfants disent non pour tout, quoi. Oui, parce que c'est l'âge aussi, le nom, c'est l'âge où l'enfant commence aussi à s'affirmer et à vouloir plus d'autonomie, en fait. Mm. Euh, et c'est là qu'il faut l'encourager, finalement, tout en positionnant un cadre qui soit plus ou moins souple, hein, un cadre qui soit à la fois ferme, mais à la fois bienveillant aussi. Donc, Mais c'est à là que, l'enfant oui, qui fait ça, je fais quoi? Je dis, bon, c'est bien, tu as essayé, maintenant, tu recommences plus? C'est c'est par quoi? exemple, Ouais. Par exemple, hein, ça pourrait être, oui, ça pourrait être. Alors après, tout dépend du contexte, parce que c'est toujours pareil, hein, pour resituer dans le contexte. Mm. Euh, mais c'est de lui dire, effectivement, non, c'est interdit de pousser. Euh, alors, tu as bien compris, ou parce que parfois, c'est pas toujours la raison, hein. Parfois, c'est Mm. aussi parce que l'enfant n'a pas encore développé suffisamment de langage, parce que justement, au niveau du cerveau, le cerveau n'est pas suffisamment mature, et de toute manière, pardon, excusez-moi, il deviendra mature seulement vers l'âge de 25 ans. Ah oui, Donc, donc on a le temps en tant que parent ou en tant on a le temps, qu'institut, hein. oui, oui, de nous adapter et de faire en sorte qu'ils s'adaptent eux du mieux possible aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Mais dans leur tête, à eux, enfin les enfants, ils ont pas d'intention de nuire, ils n'ont pas l'intention d'aller tester, de provoquer leurs parents. Voilà, c'est juste des enfants qui sont en train de grandir Mhm. et qui n'ont jamais fait l'expérience de telle ou telle chose, donc ils vont la faire en présence des adultes et notamment en présence de leurs parents, là où ils se sentent le plus en sécurité notamment. Donc ça D'accord. peut être épuisant, ça peut être fatigant, ça Eh peut être oui, éreintant. ouais. C'est ouais, selon aussi le caractère de l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui ont des caractères plus affirmés que d'autres, plus tenaces que d'autres. Ouais. Donc, il va avoir besoin de réitérer l'expérience plusieurs fois avant de l'intégrer. Donc, ça Alors, peut, ça peut durer. il me vient l'image, tu sais, des fois on voit des vidéos comme ça passer sur les réseaux sociaux, et il me vient l'image d'un chat qui passe comme ça et qui regarde son maître, et puis plum, il donne un coup de patte dans l'objet pour que ça valdingue. Et parfois, les enfants font ça aussi. Et là, c'est vrai que c'est incompréhensible. Quand on est adulte, on a juste envie de prendre un truc et de les taper avec, Oui, quoi, on tu a vois. juste envie de s'énerver, de leur dire mais pourquoi tu fais ça? Oui, Pourquoi tu fais ça? explique. Explique-moi, parce que là, parfois c'est impulsif hein, aussi. Ouais, Hein. ouais, ouais. Mais là aussi, c'est important d'avoir une connaissance du développement du cerveau de l'enfant, en fait. Parce Oui. que si on peut imager, en fait, dans notre cerveau, on a un cerveau droit, si on veut, et un cerveau gauche. Un cerveau droit qui va s'occuper plus de l'émotionnel, et un cerveau gauche qui va s'occuper plus on va dire, du rationnel, de cette Mm. capacité à raisonner, en fait, à prendre du recul. Et on sait que chez les enfants, aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que l'enfant fonctionne plus avec son cerveau droit, en général. Après, on peut avoir des enfants qui fonctionnent avec leur cerveau gauche, mais c'est plutôt rare. Mm. Et l'objectif, en tant que parent, mais ça demande de la patience, et effectivement, ça demande de pouvoir être disponible, c'est d'aider l'enfant à faire fonctionner son cerveau gauche, en fait. D'accord. Et on fait Mais ça dans un comment? premier temps, comment? Ah oui. Alors, c'est sûr que ça va être par de la présence, ça va être aussi par rapport. Les enfants ont ce qu'on appelle, les enfants et les adultes, hein, on a ce qu'on appelle aussi des neurones miroirs. Donc, on reproduit ce qu'on voit. Donc, Mm. déjà, en tant qu'adulte, c'est de pouvoir montrer l'exemple. C'est la première chose. Mais ensuite, c'est de l'accompagner à nommer ce qui vient de se passer. Par exemple, si on prend l'enfant qui vient juste, voilà, il a vu un objet, il arrive et puis d'un coup, il le balance. Alors, ça dépend quel est l'objet. Mettons qu'il est à table et que c'est un verre, qu'il y avait de l'eau dedans, Mm. ça se renverse. C'est plus embêtant que si c'était un jeu, même si on peut reprendre aussi avec un jouet. Mm. Mm. C'est-à-dire, c'est d'accompagner l'enfant. Alors, dans un premier temps,
c'est plutôt d'essayer de le comprendre. Donc, de connecter avec lui. Ce qu'on a tendance à faire en tant qu'adulte, c'est à être dans la réaction tout de suite. Oui. Non, il ne faut pas faire ci, non, non, on ne fait pas ça. Et d'essayer de vouloir le raisonner et de lui dire, c'est pas conforme là ce que tu viens de faire. Sauf que lui, pour le moment, il ne le sait pas. Par contre, c'est en intervenant que progressivement, l'enfant va modifier ces comportements-là, en fait. Donc déjà, c'est de connecter avec lui. Par exemple, on peut se dire que s'il a renversé le verre, peut-être avant que son papa ou sa maman lui a dit bah non, non, tu as déjà eu ton yaourt, par exemple, je ne vais pas t'en donner un deuxième. Donc, frustration pour l'enfant qui, lui, n'est pas en capacité de raisonner parce que le cerveau droit, c'est aussi l'immédiateté. Donc, j'ai dit je veux quelque part. Oui, c'est ça. Et c'est un peu, et l'adulte réagit de ce fait aussi un peu avec son cerveau droit, c'est-à-dire que c'est action-réaction là. C'est ça, exactement. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, par les neurones miroirs, bah, c'est de montrer aussi à l'enfant que l'adulte va accueillir son émotion en 2 secondes, mais pouvoir aussi se raisonner pour pouvoir connecter, être en relation avec l'enfant. Parce que si l'adulte s'énerve tout de suite, eh ben, l'enfant, lui aussi, s'énerve tout de suite. Ouais. Mais c'est génial de savoir ça. Moi, par exemple, jeune maman, je ne savais pas ça. Donc, c'est vrai que… Et ça, c'est récent. C'est pas si vieux que ça, finalement, qu'on a des connaissances autour du développement du cerveau. C'est beaucoup de soulagement que de savoir ça, au fond, quand on est parent, de savoir que notre enfant, en fait, on oublie, c'est vrai, dès lors qu'il commence à parler, qu'il commence à être un petit peu autonome, on se dit, c'est bon, c'est un grand garçon, donc il comprend ou elle comprend, etc. Et en fait… Il fonctionne de la même manière que nous, en fait. Oui, c'est ça, on se dit, là, c'est un mini-moi, mais c'est bon, il comprend tout, quoi. Surtout qu'à l'ère d'information et d'outils technologiques que nous avons aujourd'hui, les enfants sont très intuitifs dans tous ces trucs-là. Donc, on a tendance à penser qu'ils sont même peut-être parfois un peu plus intelligents que nous. Oui. Voilà. Et donc, alors merci Sophie de donner ces clés aux parents, parce que ça va déculpabiliser plein de gens et puis surtout, ça va aider les parents. Alors moi, j'ai un petit-fils maintenant, donc, mais ça peut me servir aussi. Par exemple, avec mon petit-fils, c'est ça qui est merveilleux. Et ça peut servir quand on accompagne ses petits-enfants ou ses enfants, mais ça peut nous servir pour nous-mêmes aussi, en fait, parce qu'aujourd'hui, ben, parfois, on ne comprend pas toujours non plus notre manière de réagir et on a tendance aussi tout le temps à être dans la réaction et même vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'un autre adulte, en fait, on peut être dans la réaction et on peut vouloir obtenir quelque chose de lui, essayer de le raisonner sans entrer en connexion avec lui, sans essayer de le comprendre. Et tant qu'on ne rentrera pas, que ce soit avec un enfant ou avec un adulte, en connexion, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête et vouloir mettre du raisonnement parce que nous, on voudrait que ça se passe comme ça, ou que bah, c'est ça qui est conforme, bah, ça fera une lutte de pouvoir. C'est du conflit. C'est du conflit et on n'en sort pas. Et c'est bien souvent ce que les parents vivent avec leurs enfants, notamment à l'âge de 3 ans, mais même avec des enfants qui peuvent être plus âgés et qui ont une grande sensibilité aussi. Oui. Donc, l'idée, c'est de sortir de ça, de cette lutte de pouvoir. Et peut-être aussi de prendre conscience qu'être parent et qu'éduquer son enfant, c'est pas une lutte de pouvoir. C'est vraiment… Mais ça, on le garde aussi de nos conditionnements, de comment on a été éduqué, d'autres générations où on se disait bah, l'enfant nous doit obéissance, il doit nous obéir. Et s'il ne nous obéit pas, il va devenir un enfant roi où il va prendre toute la place et du coup, il sera mal élevé et chez nous et à l'extérieur. Et du coup, c'est une grosse pression pour les parents. J'ai regardé hier un documentaire sur Arte et il y avait une grand-mère qui disait « Les enfants doivent être choyés, alors gâtés et choyés », elle disait, parce que
quand ils seront adultes, s'ils n'ont pas eu cet amour, etc., où est-ce qu'ils vont puiser leur force? J'ai trouvé ça tellement beau. C'était une grand-mère dans les années, enfin voilà, c'était pas un documentaire d'aujourd'hui, quoi. Cette Oui, grand-mère n'existait pas et c'était un document sonore une dame avait retrouvé et donc elle avait fait tout un documentaire sur sa famille et en entendant ça, je dis mais quelle sagesse cette grand-mère parce que c'était quand même pas l'époque où on disait que l'enfant quelque part avait toute sa place, etc. Et là, on sentait bien dans ces mots que c'était important de bien s'occuper de l'enfant pour en faire un adulte fort. Qu'est-ce que solide. tu en... Ouais, solide. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Eh bien, moi, alors je suis plutôt d'accord. Après, je nuancerais, parce que c'était pas à la même époque, je nuancerais juste sur les mots employés. Parce que c'est ça qui crée la confusion aussi parfois. C'est-à-dire que là, quand j'entends, c'est important que l'enfant soit choyé, gâté, tout dépend de la définition de ce qu'on en fait de gâté et choyé. Parce que par exemple, il y a des enfants qui peuvent être gâtés ou peuvent avoir 1001 jouets dans leur chambre et pour autant euh, avoir des difficultés à grandir. Oui, Donc, oui, oui. il y Moi, je a pense devenir... que les mots, après, je n'étais pas là, mais je l'ai entendu plutôt dans le sens gâté, choyé au niveau de l'amour, de l'attention. Moi, c'est plutôt ça que j'ai Ah, entendu. ça, c'est sûr. Oui, Et ça, je parce suis d'accord. C'est sûr que l'enfant, il a énormément de besoin de recevoir d'amour, de compréhension, moi, je dirais. De compréhension, de bienveillance, mais aussi de fermeté. Parce que pour un enfant, si on reprend encore l'idée du cerveau, le but, c'est, je vais utiliser un mot qui est que dans un livre d'ailleurs, Le cerveau de votre enfant, de Daniel Zweigel, que Mhm. je montre là, il parle, lui, d'intégration et de désintégration. Donc le but, un enfant en bas âge, c'est-à-dire de la naissance à 7 ans, on va dire que il est très souvent désintégré. Et l'objectif du parent, c'est de l'intégrer. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. On peut imaginer une rivière, comme le fait cet auteur-là. Hein. C'est-à-dire, on imagine une rivière, on est sur une barque, et il y a des rives des deux côtés. D'un côté, il y a la rive du chaos, et d'un côté, il y a la rive de la rigidité. Et le but, c'est d'être au milieu, donc de trouver l'équilibre, pour que Mhm. la barque puisse avancer tranquillement. Et ben, l'enfant, c'est un peu ce qu'il vit. C'est-à-dire qu'il est sur sa barque, mais quand vient une expérience de vie, euh, et ben du coup, soit il va pencher un peu plus du côté du chaos. Donc le chaos, c'est quand c'est confus. Oui. Donc il est complètement perdu. Et du coup, là, il perd complètement Le comment contrôle dire, de la direction. lui-même, oui, oui. Et oui, et de lui-même, hein, il est complètement à l'extérieur de lui-même, il est plus conscient de ce qui se passe. Hein. D'ailleurs, Mhm. quand il fait des colères, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important de pouvoir venir le contenir par de la présence Oui. plutôt que de le rejeter en disant bah oui, là je t'ai dit non, et puis tu fais une colère, et puis là tu viens chercher un câlin. Bah non, moi je suis pas d'accord, c'est un caprice et je te rejette. Ah, oui. Et là, du coup, ce qui se passe, eh ben, c'est que le chaos va s'agrandir dans la tête de l'enfant, va D'accord. Donc, s'amplifier. mais alors, où est la limite? Je ne sais pas si c'est vraiment le mot à employer, mais quand un enfant, justement, fait une grosse colère, euh, à quel moment est-ce qu'on peut lui offrir cette épaule bienveillante, ce câlin? Est-ce qu'en pleine colère, après, est-ce qu'on lui demande de se calmer d'abord? C'est quoi là? Ce serait quoi la règle? Alors, la première chose, déjà, j'ai envie de dire, c'est d'être à l'écoute. À la fois de ce qui est en train de se passer pour l'enfant, mais à la fois ce qui se passe pour soi. Parce qu'un parent qui est déjà très énervé, qui est au bord d'exploser,
Donc lui, il est aussi dans le chaos, hein, quelque part. Mhm. Il faut déjà qu'il arrive à retrouver l'équilibre et remonter sur sa barque et reprendre la direction avant de pouvoir aider son enfant à rediriger sa barque aussi. Sans être trop risqué, parce qu'il ne faut pas partir de l'autre côté non plus, quoi. Oui, Hein, oui, parce qu'il oui, oui. ne faut pas partir sur le drift, quoi. Faut Donc, rester dans le juste milieu, en fait. c'est ça, pour que la barque puisse avancer, l'enfant aussi, et l'adulte aussi. Et donc, ce qui se passe, je dirais, dans un premier temps, c'est d'être à son écoute. Ça se passe vite, hein, généralement. Hein. Donc, c'est d'être à son écoute. Si on est en capacité de pouvoir accompagner l'enfant, dans ces cas-là, on va l'observer. Déjà, on observe. Quand un enfant est en colère, comme je le dis depuis le début, c'est son cerveau droit qui est actif. L'émotionnel, même l'amygdale, il y a ce qu'on appelle l'amygdale dans le cerveau, ça déclenche du stress, ça empêche de raisonner, ça empêche au cerveau gauche de fonctionner. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez tenter de raisonner votre enfant, mais ça ne marchera probablement pas, et en plus, vous allez vous épuiser. Donc, dans un premier temps, c'est d'être là, c'est d'être présent. Alors, il y a des enfants qui vont... Alors, dans un premier temps, la colère, c'est explosif. Hein. Donc, ça rejette, ça repousse. Donc, si vous arrivez et que vous essayez de conduire l'enfant, c'est possible qu'il vous rejette. Surtout si c'est vous qui avez posé la limite, par exemple. Ouais. Donc, ça sera peut-être plus facile avec une autre personne. Ce qui parfois peut serrer un peu le cœur en disant, bon, bah, c'est toujours moi le parent. Et en plus, tu vas chercher les câlins avec l'autre parent. En fait, pareil, encore une fois, c'est l'adulte qui se dit ça. L'enfant, lui, il se dit pas ça. Et puis, de toute manière, l'enfant, il est sur le moment présent. Et voilà, 3 heures plus tard, il reviendra. Et puis peut-être, effectivement, parce que de toute façon, c'est une vraie antenne, l'enfant, il capte tout de l'adulte. Donc, s'il sent que le parent qui a grondé ou qui a donné l'ordre du non, etc., est aussi en colère, automatiquement, il va avoir tendance à aller vers l'autre qui est peut-être plus calme, etc. Ouais. Parce que la colère va amener la colère, en fait. C'est un peu comme je ne suis pas très forte en mathématiques, mais je crois que plus et plus n'ont jamais fait moins. Alors je crois aussi, et je ne suis pas très bonne en mathématiques non plus. Voilà, donc plus et plus, ça fait plus, hein, je crois bien, oui. Donc la colère plus la colère peut amener que de la colère, par exemple. La peur plus de la peur peut amener que de la peur. Alors que de la colère plus, on va dire, un état plus serein, on va dire, et ben du coup, va faire descendre la tension. Oui, et alors quand tu disais que le cerveau, c'est entre 1 et 3 ans qu'il est vraiment dans le cerveau droit et que voilà, c'est le cheminement normal. Après cet âge-là, la règle est toujours la même de toute façon dans la manière de gérer les colères ou les confrontations avec son enfant. C'est toujours valable. C'est toujours valable, c'est la même chose. En fait, c'est d'être en observation, de nommer ce qui peut se passer pour l'enfant. Quand je dis nommer, du coup, on rentre en connexion. Mais pas nommer par rapport à ce que nous, on vit. Nommer par rapport à l'âge là où il en est et qu'est-ce que lui, il est en train de vivre. Donc, parfois, on peut se tromper parce qu'on n'est pas dans la tête de l'enfant non plus. Donc, quand tu dis nommer, par exemple, c'est quoi? C'est, imagine, on prend l'enfant qui a jeté le verre plein d'eau, il est à table, voilà, d'un revers de la main, il a jeté le verre. Donc là, on vérifie quoi avec lui? S'il l'a fait parce qu'il était en colère Alors, du coup, c'est un exemple, on peut mettre un contexte aussi autour pour que ce soit plus parlant. C'est la fin du repas et il voulait un deuxième dessert, par exemple. Ce qu'on va avoir tendance à faire en tant qu'adulte, parce que nous, on a développé plus des réactions du cerveau gauche, c'est à vouloir raisonner l'enfant et lui dire tout de suite, non, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est pas conforme, le verre, il peut casser, donc non, je ne suis pas d'accord que tu fasses ça, que tu aies ce comportement-là. Là, vous avez peu de chances d'éteindre en fait le conflit.
Parce qu'en fait, on n'a pas connecté avec l'enfant. C'est-à-dire que oui, effectivement, comme on a mis un contexte, ok, je comprends que tu es en colère, que tu n'es pas d'accord avec moi parce que je viens de te dire non, que tu n'aurais pas un deuxième dessert. Je comprends que tu peux être triste, que tu as envie de tout balancer, que tu as envie de tout jeter autour de toi, que même tu as envie de me repousser moi, par exemple. Pour autant, la règle est comme ceci. Donc là je suis déjà arrivée sur du rationnel quand je dis la règle, elle est telle qu'elle. Mais avant, j'étais plus sur l'émotionnel. Qu'est-ce que l'enfant il est en train de vivre à l'intérieur, en fait? Tu n'es pas d'accord avec moi, tu es en colère. Ça, c'est connecté, en fait, avec l'enfant. Ça veut dire en fait que je fais un peu comme un policier qui arriverait sur une scène de crime et qui dirait, voilà, sans aucune émotion particulière, de dire, voilà, il s'est passé telle chose, je vois qu'il y a des verres qui sont brisés, etc. L'idée, ce sera un petit peu de ça, de faire un peu comme un état des lieux, sans mettre d'émotion dedans et de voir si c'est ça qui… Justement. Ah, d'accord. Il faut mettre de l'émotion. C'est-à-dire que, ok, c'est bien l'observation, voir ce qui s'est passé. C'est plus facile de voir quand ça s'est passé pour pouvoir accompagner l'enfant après aussi. Mais justement, si l'enfant a réagi de cette manière-là, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est que ça a déclenché chez lui quelque chose de fort, en fait. C'est comme si son cerveau droit, il clignotait. C'est comme s'il y avait le feu, en fait. Oui. Donc, il faut éteindre le feu. Parce que essayer de vouloir raisonner un enfant alors qu'il y a le feu à l'intérieur, alors que lui, il est en train d'être brûlé. Ouais. Donc, il faut déjà éteindre le feu, il faut déjà le penser, et après, on pourra peut-être commencer à parler et à le raisonner, à mettre des mots. Le langage aussi, c'est la partie gauche du cerveau. Et c'est vrai que vers 1 an, 3 ans, les enfants, ils n'ont pas toujours développé le langage non plus. Donc, et après, c'est la même manière de faire, parce que finalement, donc là, on a bien dit, on observe, on nomme l'émotion, on connecte. Et ensuite, on peut ouvrir et venir, si on voit que l'enfant est un peu plus apaisé, on peut là essayer de rationaliser. Et c'est intéressant de le faire. Alors, selon l'âge, ça peut être 5-10 minutes après, mais pour des jeunes enfants, parfois, ça peut être que le lendemain, en fait. Ça dépend de ce qui s'est passé, de l'intensité. Par exemple, d'une colère, parce qu'on voit, il y a des enfants, ils peuvent être fatigués après une colère qui peut durer une demi-heure, peut être fatigué le reste de la journée. Et il y a toujours l'hormone de stress présente dans le corps. Donc, du coup, on peut y revenir bien plus tard. Mais plus l'enfant va grandir, plus on peut y revenir assez tôt. Et du coup, essayer de le questionner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai vu que tu étais tout rouge, que tu étais très en colère. Mais est-ce que l'enfant sera capable d'expliquer ça? Parce que l'enfant justement, comme c'est irraisonné, il va pas forcément avoir de réponse. C'est ça, mais c'est ça qui est important en fait. Et c'est là où le rôle du parent est super important. C'est qu'effectivement, l'enfant n'est pas encore capable. Mais le fait de le solliciter, du coup, on stimule le cerveau gauche. Du coup, peut-être qu'il ne va pas pouvoir répondre, mais du coup, le parent va pouvoir faire des hypothèses avec son enfant. Et du coup, ça entraîne en fait le cerveau gauche aussi à se mettre en action. Exactement, ça entraîne le cerveau gauche. Et c'est ça du coup, il y a une multitude de connexions qui se font, des liens de cause à effet. Et c'est comme ça que le cerveau grandit et devient de plus en plus mature. Et c'est pour ça que l'enfant a besoin de nombreuses expériences que nous, on voit comme de l'opposition, de la provocation, de la confrontation, du test. Je cherche les limites, etc. Mais lui, il a besoin de temps. Un enfant mal élevé. Un enfant mal élevé. Voilà, c'est ça, non? Il expérimente juste. Oui. Alors, parce que tu parlais quand on a préparé cette émission, tu me disais, il y a en fait 3 grandes clés à garder en tête, justement, quand on vit ça avec son enfant. Donc, la première, c'est essayer de le comprendre.
La deuxième, c'est de connecter. Une fois qu'on dit OK, voilà, donc je connecte avec l'enfant en lui Alors, posant comprendre éventuellement. et connecter, c'est C'est la même voilà, chose? D'accord. ça peut être similaire. Hein, OK. la compréhension et ça peut être similaire. C'est deux choses qui peuvent aller en même temps, selon moi. Et alors après, la deuxième clé, ce serait quoi? Bah, c'est important qu'il y ait une fermeté, Mm. c'est-à-dire euh, une autorité qui n'est pas là pour écraser l'enfant, mais justement pour l'élever, Mm. mais qu'il y ait un cadre qui soit suffisamment clair pour que l'enfant puisse s'y retrouver. Mm. Donc là, c'est important aussi dans l'entourage de l'enfant d'avoir un même positionnement en tant qu'adulte, parce que si l'un des parents peut dire l'inverse, bah, Oui. du coup l'enfant, bah, Bah, il et du comprend coup pas. Ouais, il comprend pas. il comprend S'il y a pas un et du coup il parent va qui dit noir et répéter les l'autre qui dit blanc, c'est pour ça qu'on peut voir aussi dans les familles des enfants qui vont toujours vers le même parent parce qu'ils savent que celui-là, il a l'air un petit peu plus cool. Et quand et je ben ils ont demande fait des des trucs, causes à effet. ouais, Et par expérience, ils se sont rendus compte que quand ils demandaient ça avec tel parent, ben, ils avaient une oui, réponse ouais, positive. Donc ouais. ben, ils y retournent. Bah oui. Si en plus ils veulent s'ils Si, veulent, je sais pas moi, une glace et que le parent dit, il y a un des parents qui dit oui tout le temps, bah forcément il ira vers le parent qui dira ouais, oui, il ira pas vers le parent qui dira non. ouais. Donc ça oblige Et aussi les parents à se parler entre eux et de se mettre d'accord sur l'éducation. ça c'est super important de définir leurs valeurs, Mm. leur cadre à eux. Ouais. Hein, il y a des interdits qui sont au niveau de la société. Donc, mais après, dans eux, leur manière de vivre, eh ben, ça va être à eux d'instaurer un cadre, en fait, Ouais, ouais. pour eux, pour leur Ensemble, enfant. on est encore, faut vraiment insister sur le ensemble. Ce sont les parents ensemble qui créent leurs propres règles. Évidemment, leurs règles ne vont pas ressembler aux parents de la maison d'à C'est côté ça. et du quartier d'à côté. Donc, ensemble, on crée des règles et on s'y tient. Et on s'y tient. Et plus l'enfant va grandir, parce que c'est vrai que plus il est jeune, bah, plus on a tendance à mettre de règles parce que bah, il y a des dangers, qu'on a peur qu'il se fasse mal ou qu'il se Mm. mette en danger. Mais plus l'objectif aussi, j'imagine en tant que parent, ça serait d'ailleurs une question à se poser, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre enfant? euh, Quelque part, j'ai envie de dire, alors là, c'est moi qui vais amener ça, mais je pense que tout parent souhaite ça pour son enfant, qu'il soit épanoui, mais qu'il soit aussi responsable, Mm. qu'il devienne un adulte responsable. Donc ça commence dès la petite enfance. Donc, dès le plus jeune âge, on peut leur laisser aussi quelques responsabilités en fonction de leur âge. Mm. C'est-à-dire qu'à des moments, bah, quand il va grandir, on peut peut-être laisser la possibilité à l'enfant de faire des choix limités. Mm. Pas, pas Oui, pas avec un n'importe panel. quoi, quoi. Oui, oui. Voilà. Et là, Ouais. encore une fois, aussi de se mettre d'accord avec son conjoint sur quoi on peut laisser le choix et sur quoi, de toute manière, ce ne sera pas négociable. Ok, donc première clé, j'essaie de comprendre, je connecte. Deuxième clé, je reste ferme sur ma position. Si j'ai dit oui, non une fois, bah, ça sera toujours non. Même si de temps en temps, on peut quand même sortir de ce non ou non. Il faut vraiment rester ferme avec l'enfant, c'est ce qui marche le mieux. Ben, disons que si on sort, si on sort de ce cadre-là, il y a des chances que les jours suivants, l'enfant, il essaye, il Ouais, expérimente de nouveau. d'accord. Donc, C'est-à-dire, bah, à hmm, un moment donné, on a dit non tout le temps, là, on redit oui. Alors après, on peut revoir le cadre aussi. ouais, Selon l'évolution de l'enfant, le cadre, il peut être revu parce que plus il va grandir, plus on va pouvoir lui laisser des d'accord. responsabilités Et parce dans qu'il ce peut être cas-là, si on change d'avis, on le lui explique. On lui dit, ah bah, la dernière fois, on t'avait dit non. Cette fois-ci, on te dit oui parce que ça, on peut, ça, ça, c'est ouais. important d'expliquer. Mais c'est important du coup d'y avoir réfléchi vraiment en amont parce qu'on ne peut pas changer tous les jours. Eh oui, 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 non, c'est sûr. Ou Et on alors, comprend. effectivement, Eh oui, non, mais on comprend. Imaginons même dans une entreprise, si on avait une mission aujourd'hui et que demain c'était pas la même et que après-demain c'était encore changé, même nous en tant qu'employés, par exemple, dans une entreprise, on deviendrait dingue. Donc, on peut facilement imaginer que pour un enfant, si les règles changent tout le temps,
ça peut être compliqué. Donc là, on a vu que c'était la deuxième clé. Et la troisième et dernière clé, ce serait quoi? La persévérance. On lâche rien et on y On croit. lâche rien. Et c'est là que les parents verront, parce que plus l'enfant va grandir, plus ils vont l'accompagner justement à la fois à mettre des mots sur leurs émotions, tout en les comprenant, en connectant avec eux, et après en les questionnant pour qu'ils rationalisent ou qu'ils prennent du recul ou qu'ils se disent ah ouais, j'ai peut-être pas eu le bon comportement, comment je peux faire la prochaine fois quand ça revient. Oui. Et ben l'enfant va forcément connecter, son cerveau va forcément créer des liens, et plus il va grandir et moins ils seront dans des phases dites d'opposition, de provocation, de confrontation, et moins il y aura de conflits et des crises à se développer, telles que la colère ou oui, puis même encore la une peur. fois, comme tu disais, de toute façon, comme ils agissent par miroir, si effectivement nous, en tant qu'adultes, on explose, on ne donne pas forcément le meilleur exemple à notre enfant, et après, faut pas s'étonner dans ce cas-là qu'il soit toujours dans la colère, par exemple, si nous-mêmes on est comme ça. Donc, remontre ton livre pour les gens qui auraient besoin d'en savoir un petit peu plus, qui auraient envie de creuser la question. C'est le cerveau de l'enfant. En lien aussi. Voilà. Ouais. Et je mettrai le lien de ce livre, effectivement. Donc, merci Sophie pour avoir donné ces clés aux parents que nous sommes tous, hein, et que ben, voilà, on fait de notre mieux. Hein. Voilà, on va essayer aussi de déculpabiliser les parents. On fait tous de notre mieux. Aujourd'hui, ça peut être super. Demain, ça peut être une catastrophe, mais c'est pas grave. On lâche rien. Ça, c'était la troisième clé pour une super éducation de nos enfants et des parents aussi. À bientôt, Sophie. Oui, tu voulais rajouter un truc? Oui, je voulais juste rajouter quelque chose avant, parce qu'effectivement, on fait de notre mieux. Mais en accompagnant les enfants, du coup, en leur donnant la possibilité de grandir, on grandit nous aussi, en fait. Donc, c'est important de se positionner, même si vous vous trompez, en fait. Parce que de toute manière, après, vous ferez différemment la fois suivante. Mais au moins, vous vous positionnez, vous prenez des décisions. Donc, et c'est l'occasion pour vous de grandir aussi. Voilà, et n'oubliez pas qu'il y a des éducothérapeutes comme Sophie qui peuvent vous aider, et ça c'est génial parce que ça n'existait pas avant. Hein. Les écoles des parents, ça n'existait pas avant, on apprenait sur le tas. Et bien là, quand il y a des gens comme Sophie qui peuvent effectivement nous guider, c'est quand même beaucoup plus sympa. Merci encore Sophie, à bientôt. Merci Lénaïque, à bientôt.